Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne pour cette deuxième semaine de prépa 10 km d'Arcachon. Alors là je commence la vidéo dans la voiture parce qu'il fait pas très bon, deuxième semaine de pluie. Aujourd'hui je suis parti pour infractionner 12 fois 300 mètres avec 100 mètres de récupération entre chaque série sur la piste. Et après je te donnerai mon ressenti à la fin de l'entraînement. J'ai pas passé une super bonne nuit, donc j'espère malgré tout que j'aurai assez d'énergie pour pouvoir effectuer cette séance. Fin de cet entraînement et de cette session de fractionné. Alors la leçon que je vais retenir aujourd'hui, c'est que parfois il faut apprendre à laisser passer les séances. Comme je l'ai dit en début de vidéo, j'avais passé déjà une mauvaise nuit, j'avais pas beaucoup dormi. Je suis arrivé ici pour m'entraîner sur la piste et malheureusement la piste était fermée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas si c'est les vacances scolaires. Et arrivé à la 6e accélération, j'ai senti une petite, on va dire une gêne moyenne au niveau de la cuisse. Ça fait quand même mal. Je rentre à la maison, mettre de la glace en espérant que ma participation 10 km n'est pas compromise. Demain, j'ai un petit footing à endurance fondamentale d'1 heure. Ce sera l'occasion pour voir si c'est grave ou pas, ou si j'ai encore mal à la cuisse, ou si c'était juste une petite alerte. Donc voilà, la leçon du jour, c'est n'hésite pas parfois à laisser passer une séance d'entraînement. Vaut mieux rater une séance d'entraînement que de se blesser. Parfois, on peut ne pas être en forme et il ne faut pas toujours forcer, quoi. Bon, on se retrouve demain alors pour la prochaine session d'1 heure de footing à endurance fondamentale. Bonjour à toi et bienvenue pour ce deuxième jour de prépa 10 km. Alors on est jeudi. J'ai laissé passer un petit jour suite à la douleur que j'ai eue à ma cuisse mardi. Aujourd'hui j'ai un petit footing d'1 heure. Je dois courir à une allure entre 5,20 et 5,40. Donc ce sera le programme du jour. Je profite pour faire la vidéo à l'intérieur parce qu'il fait vraiment pas bon dehors. Il y a énormément de vent, il y a une tempête d'ailleurs. Et de temps en temps il pleut. Donc on se retrouve pour l'entraînement. Nous voici pour la fin de la deuxième semaine de prépa 10 km d'Arcachon et comme tu peux le voir, je ne me suis entraîné que 2 fois cette semaine. Alors comme je l'ai dit en début de vidéo, mardi quand je me suis entraîné sur la piste, d'ailleurs elle était fermée la piste, à un moment donné je crois au 5e ou à la 6e accélération, au 6e fractionné, je me suis fait mal à la cuisse. Alors je me suis dit bon c'était juste une petite élongation, mais malheureusement j'arrive à courir mais je n'arrive pas à dépasser une certaine limite de vitesse. Donc j'arrive à courir au grand max jusqu'à 5 minutes 4,50 au kilo, chose qui n'est pas suffisant pour certains entraînements. Alors je me suis posé cette question en me disant qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue en courant beaucoup plus lentement, en mettant plus de courses à endurance fondamentale où je devais courir à du 6-7 au kilo, ou alors je prends un temps de repos, je ne sais pas jusque quand, jusque mardi au prochain entraînement, ou je laisse passer une semaine, histoire d'être sûr de ne pas me blesser. Et je t'avoue que je n'ai pas encore de réponse à cette question. Alors qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo aujourd'hui? C'est que je vais te raconter ma vie. En fait, il faut savoir une chose, c'est que quand j'ai fait ma vidéo de présentation, je t'ai parlé de comment je suis arrivé à la course à pied, de ma blessure au niveau du tendon d'Achille. Et aujourd'hui, je vais un petit peu plus te raconter l'histoire, comment ça s'est passé, comment je me suis blessé, comment je me suis réellement mis à la course, qu'est-ce qui m'a donné cette motivation et peut-être préciser un petit peu plus mon ambition, mes objectifs futurs. Alors, cette fameuse blessure totale du tendon d'Achille, comment est-elle arrivée? Alors, il faut savoir que j'étais en voyage de passage pour voir de la famille en Belgique. Et pendant ce temps de voyage, je faisais quelques petits matchs de football avec des amis. Je faisais du foot en salle. Donc, c'était tous les dimanches. Et un dimanche, match habituel, comme je faisais depuis quelques semaines. J'arrive devant le goal, devant le but, et au moment où je vais frapper, je sens comme si quelqu'un me taclait par derrière. Donc, la douleur étant tellement terrible et le coup étant tellement terrible, je me retourne et furieux, je m'énerve sur la personne qui est derrière moi. Et cette personne me dit, mais je t'ai pas touché au fait. Et donc à ce moment-là, je dis, mais c'est pas possible, j'ai senti le coup à l'arrière, je suis tombé même à cause de ce coup, tu m'as touché. Et il me dit, et tout le monde me dit, non, personne ne t'a touché, tu étais tout seul devant le goal. Et donc à ce moment-là, je regarde mon pied, je regarde ma jambe et je vois que mon pied, lorsque je le soulève, il est pendu, quoi. Il ne tient à rien du tout.
Et à ce moment-là, je dis, bah, je me suis fait le tendon d'Achille. Et on me dit, ouais, mais tu n'as jamais eu de blessure au tendon d'Achille, comment tu peux être sûr que ce soit le tendon d'Achille? Et j'ai dit, bah, écoute, mon pied, il tient à rien. Quand je touche à l'arrière, au niveau du tendon, la jonction entre le mollet et le pied, ben, c'était creux. À ce moment-là, on me transporte, donc le match est arrêté, on me transporte à l'hôpital. Bon, on se tape des barres dans la voiture, donc mes potes arrivent à me faire rire et tout, on rigole, malgré la douleur. Je peux dire que ça fait vraiment mal. J'arrive à l'hôpital et là, j'attends aux urgences. Heureusement, j'ai pas attendu trop longtemps, je crois que j'ai attendu 30 minutes, chose qui est exceptionnelle hein, quand tu vas aux urgences, d'attendre si peu. On me met sur un brancard, on appelle une chirurgienne et cette chirurgienne vient toucher mon mollet pour voir un petit peu ce qu'elle sent. Elle me dit rupture totale du tendon d'Achille. Alors on va faire une écho, mais elle a dit, je t'assure déjà, pour moi je suis sûr et certain que tu as une rupture totale du tendon d'Achille. Alors franchement, ça met quand même un coup au moral parce que j'ai jamais eu de si grosses blessures, parce que j'ai fait du sport auparavant, j'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe thaïlandaise aussi, et j'ai jamais été blessé de la sorte. À ce moment-là, j'ai dit, donc si c'est une rupture totale, est-ce que je vais me faire opérer? Ça, c'était vraiment ma hantise, me faire opérer, parce que je déteste les hôpitaux. Après, qui aime les hôpitaux en soi? Personne. Et donc, elle me dit, oui, tu vas te faire opérer normalement. Il y a deux possibilités. Si c'est total, tu te fais opérer. Si c'est une rupture qui est partielle, on te met un plâtre. Comme ça, les tendons vont se recoller. Et, entre guillemets, tu seras guéri. Mais elle a dit, mais personnellement, je trouve que lorsque tu as une rupture totale, l'avantage, c'est qu'on opère. C'est-à-dire qu'on va suturer les deux tendons, on va les rejoindre ensemble, on va les coudre. Et pour elle, elle trouve que généralement la récupération est meilleure. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le week-end, à l'hôpital, en tout cas là où j'étais, et c'est comme ça à Bruxelles, tu ne sais pas faire d'échographie le week-end. En fait, c'est pas ouvert. Tu sais faire des radios, il y a des radios, mais tu ne sais pas faire des échographies. Donc à ce moment-là, elle me dit, tu as une rupture pour moi totale du tendon d'Achille. En attendant que tu puisses faire l'écho, on va te mettre en plâtre. Donc on te met un plâtre avec une inclinaison particulière pour ton pied pour qu'entre guillemets les tendons puissent être le maximum rapprochés. Et elle me dit il faut que tu te fasses opérer dans les 3 jours. Donc c'est une blessure qui est grave, il ne faut pas que ça puisse durer. On était dimanche, j'avais rendez-vous mardi pour faire mon échographie, pour vérifier, pour confirmer cette déchirure totale du tendon d'Achille. Et je devais me faire opérer le mercredi si c'était le cas. Donc j'arrive le mardi pour l'échographie. Déjà, je vais avec un pote. Et lorsque j'arrive à l'accueil, bah, la dame donc, appelle le service d'échographie. Et le gars, il dit non, je ne le prends pas. Et elle dit, mais comment ça, tu ne le prends pas? Il dit, bah, moi, j'ai un carnet qui est rempli, bah, il faut qu'il passe la semaine prochaine parce que moi, je ne peux pas le prendre, je suis déjà rempli. Mais elle lui dit, mais il ne peut pas passer la semaine prochaine, il doit se faire opérer. Il ne le prend pas. Donc, du coup, elle a dû sortir de l'accueil, aller directement lui parler, lui demander de le faire expressément parce que c'était super important. Donc déjà, tu as cette attente-là. Déjà, moi, j'avais le stress déjà de la blessure parce que j'avais jamais été autant blessé. Ça commence à me stresser, sachant que je ne suis pas de nature à être stressé. Finalement, je vais quand même faire l'échographie. Alors, on arrive avec mon pote pour l'échographie et déjà dans le couloir, il y avait une dame qui avait fait une échographie pour son dos, qui était là depuis, semblerait-il, 2 heures et qui se plaignait et qui demandait à ce qu'on puisse la ramener dans sa chambre. Et à un moment donné, elle nous demande, ouais, est-ce que vous ne pouvez pas m'aider? Est-ce que vous ne pouvez pas me ramener dans ma chambre? Mon pote, à ce moment-là, dit, ben écoutez, je vais poser la question si je peux. Donc il va demander à l'accueil, il dit voilà, il y a une femme qui dit qu'elle attend là depuis 2 heures pour pouvoir remonter dans sa chambre. Est-ce que je peux l'aider à remonter dans sa chambre? Et la femme lui dit non, parce qu'au niveau des assurances, s'il vous arrive quelque chose entre le chemin, entre guillemets, entre le premier étage et le moment où vous arrivez dans sa chambre, bah à ce moment-là, au niveau des assurances, elle ne sera pas couverte. Donc du coup, elle a dû patienter là. Je me suis dit déjà, ça commence pas très fort. Encore une fois, comme j'ai dit, ça commençait à me stresser pour mon opération. Vient le moment où c'est mon tour d'aller faire mon échographie, donc je vais faire mon échographie. Et au moment où j'arrive dans la pièce, la personne qui fait l'échographie me dit « Mais pourquoi vous avez un plâtre ?» Je dis « Mais moi j'en sais rien, moi je suis pas infirmier, je ne suis pas médecin, moi on m'a mis un plâtre, on m'a dit que je devais garder le plâtre et je devais venir faire une échographie aujourd'hui. » Il me dit « Ouais, mais comment je fais une échographie moi si vous avez un plâtre ?» Mais je dis « Mais c'est pas mon taf, moi j'en sais rien. Comment ça, comment vous faites l'échographie? Moi on m'a dit de venir, vous faites l'échographie. » Donc à ce moment-là, il passe un coup de fil, il appelle la personne qui m'avait fait le plâtre, il appelle un chirurgien, il dit « Oui, mais ici j'ai quelqu'un à qui je dois faire une échographie.
Mais il a un plâtre, je fais comment? Ben, il dit, mais c'est tout simple, tu coupes le plâtre, tu fais son échographie, tu lui remets le plâtre et pour le fermer, tu mets juste un bandage autour et nous on l'opère le lendemain. Il dit, ah ok, encore des points qui ne me mettent pas, entre guillemets, à l'aise avec le fait que je dois me faire opérer. Je me demandais à ce moment-là, ouais, mais est-ce qu'ils sont compétents? Pendant ce temps-là, il fait mon échographie, une chirurgienne arrive, elle regarde l'échographie et pose la question à la personne. Elle dit, oui, est-ce que tu peux me dire ce que tu vois sur l'échographie? Parce que moi, je ne sais pas lire les échographies. Sérieux? Et donc, je dis à la femme, je dis, vous ne savez pas lire l'échographie? Elle dit, non, en tant que chirurgienne, je ne suis pas obligé de le lire. J'ai dit, et c'est vous qui m'opérez? Elle me dit, non. J'ai dit, ah, ouf. Elle me dit, pourquoi? J'ai dit, mais parce que depuis tout à l'heure, en fait, il n'y a rien qui se passe correctement. Il n'y a rien qui se passe entre guillemets pour que je puisse être à l'aise avec le fait que l'on va m'opérer. Elle me dit non, non, c'est pas moi qui vais opérer, c'est le chirurgien en chef et entre guillemets, le sous-chef, son bras droit, je sais pas comment on appelle ça, qui vont vous opérer. Donc du coup, l'échographe confirme en fait ma déchirure complète du tendon d'Achille et donc il me dit ouais c'est bon, vous allez vous faire opérer le lendemain. Donc le lendemain, j'arrive à l'hôpital, même pas le lendemain, j'arrive dans l'après-midi, le jour même à l'hôpital, parce qu'il faut être là un jour avant, parce qu'il faut être à jeun, il faut qu'il soit sûr que tu puisses être à jeun pour te faire opérer. Et là, arrive le soir, moment de stress, parce que je sais on va m'opérer, c'est une grosse opération, on va m'ouvrir la jambe quand même, c'est une grosse cicatrice. Est-ce que je vais avoir une grosse cicatrice? En plus, comme je suis parti regarder des vidéos d'opération du tendon d'Achille sur YouTube. Vraiment le truc pour te mettre en confiance, tu vois. Donc à ce moment-là, le soir, c'est quand même un peu difficile. Vient le jour de l'opération, donc c'est le matin. Donc on te met une sorte c'est même pas un caleçon, c'est un slip filet. Je sais même pas à quoi il sert parce que tu es à poil. Tu as un slip, mais tu as des trous partout. Et donc on te met un slip filet, une sorte je sais pas comment on appelle ça, une jupe médicale, une robe médicale, un truc bizarre. Et là, on m'amène en salle on appelle ça une salle de préopération, une salle de réveil. Enfin bon, c'est la salle où on te met après l'opération et avant l'opération. Et il y a un infirmier qui vient me chercher et qui me dit c'est bon, c'est parti. Je lui dis comment ça c'est parti? Il me dit bah c'est bon, on y va pour se faire opérer. Je lui dis vous m'expliquez pas ce que vous allez me faire, je vais comme ça directement. Et puis il dit quoi, vous voulez qu'on vous explique? Je dis bah oui, vous allez me faire quoi exactement? Le chirurgien arrive, il m'explique, il me dit écoutez, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir votre jambe, rejoindre les deux tendons, les coudre entre guillemets entre eux, les coller entre eux, et après on va recoudre votre jambe en faisant une couture de l'intérieur. Je ne sais même pas si on appelle ça une couture, bon, disons une couture de l'intérieur, pour que la cicatrice soit la plus belle possible. Bon, ok. À ce moment-là, je rentre dans la salle d'opération, on me met de l'oxygène pour que je puisse m'endormir, et ben, je me réveille dans la salle de réveil. Je me réveille dans la salle de réveil, le chirurgien vient m'expliquer comment l'opération s'est passée, il me dit qu'en somme ça s'est super bien passé, que l'opération, que la suture s'est fait assez facilement. Et il me dit juste qu'au moment où on a essayé de me réveiller, ben, j'ai essayé de sauter du lit. Donc du coup, ils ont dû me rendormir de force. D'ailleurs, j'ai aucun souvenir de ça, mais c'était marrant. Après, j'ai dû remonter dans la chambre. Donc en fait, il faut savoir une chose, c'est qu'on t'opère, on suture donc la jambe, mais on me remet un plâtre. Pourquoi un plâtre? Donc on met un plâtre avec mon pied dans une certaine inclinaison. Donc le pied est orienté vers le bas pour que les tendons puissent être collés sans qu'ils puissent être en tension. Chaque 3 mois, non pas chaque 3 mois, c'était chaque 3 semaines, je devais changer mon plâtre avec l'inclinaison de mon pied qui est augmenté vers le haut pour que le tendon puisse se détendre, entre guillemets. Donc c'est là que commence la convalescence. À ce moment-là, il faut savoir une chose, c'est que le tendon d'Achille, la blessure du tendon d'Achille, je ne le savais pas, mais je l'ai appris après, c'est une blessure qui mentalement je ne sais pas si on va dire te détruit, mais en tout cas, moi je dirais te challenge. Donc mentalement, c'était super dur parce que tu sais plus rien faire. Te laver, c'est compliqué. Marcher, c'est compliqué. En plus, moi, j'étais chez ma mère. Il faut savoir que là où elle habite, il n'y a que des montées. Donc en béquille, ça travaillait les bras. Donc je me dis, c'était un truc de fou. J'étais en plus tu te déplaces en transport, c'est super difficile. Des fois, j'avais un ami qui venait m'aider pour m'amener aux consultations. Mais sinon, tu fais tout le reste à pied, c'est compliqué. Et même si j'avais la voiture, à part si c'est une automatique, bah, tu ne peux pas rouler au fait. C'est impossible, tu ne sais pas embrayer, j'avais plus de jambe gauche. Et franchement, à la base, je pensais que la phase la plus difficile, c'était la phase où je me fais opérer. Mais au fait, même pas.
ça dure pas longtemps, tu te fais opérer et puis voilà, la phase vraiment la plus difficile, c'est la phase d'après, où tu te retrouves seul, face à toi-même, face à tes démons. Et franchement, pendant 2 3 jours, je pense, après l'opération, j'étais pas au top. Et en plus, la nuit, je te dis même pas, tu sens les chairs travailler, tu sens le tendon, tu as super mal, en plus ça te gratte. Et comme tu as un plâtre, tu peux pas gratter. Et même si tu as envie de prendre un bâton et essayer d'aller gratter là, c'est pas possible parce que tu risques d'ouvrir ta cicatrice. Franchement, même à mon pire ennemi, je souhaiterais même pas d'avoir ce type de blessure, quoi. Et après, je crois 2 3 jours où j'étais un peu dans le mou, ben, je prends une décision. Je me dis en vrai, je peux pas m'entraîner, mais je vais trouver une solution pour m'entraîner. Je peux pas rester comme ça 3 mois dans le plâtre et je fais rien. Je commence à manger correctement, j'essaye de boire le maximum d'eau, je décide de faire des pompes, des abdos à genoux. Je travaille beaucoup ma jambe, entre guillemets, la seule jambe qui me reste, la jambe d'appui. Et je me dis que quand je vais enlever ce plâtre, je vais essayer de revenir le maximum en forme possible. Donc après toutes ces péripéties, arrivé au troisième changement de plâtre, donc quand on me l'enlève complètement, hein, donc la chirurgienne qui était là au moment de mon opération, vient voir un petit peu la cicatrisation, si elle s'est bien passée, si c'est bien cicatrisé, et la mobilité de cette cheville. Donc au moment où on enlève le plâtre, elle était déjà agréablement surprise déjà par rapport à la cicatrisation. Et aussi au niveau de la mobilité, parce qu'elle me disait que franchement, pour quelqu'un qui s'est fait opérer du tendon d'Achille, mon pied bougeait très bien en fait. Après, elle se disait, peut-être c'est aussi le fait que quand j'étais plus jeune, entre guillemets, plus petit, j'ai eu une pratique sportive. C'est peut-être ça qui favorise au fait une guérison un petit peu plus, une guérison entre guillemets un petit peu plus rapide. J'enlève mon plâtre, téméraire comme je suis, j'essaie directement de marcher, impossible. Le tendon il est complètement tendu, donc c'est pas possible. Et lorsqu'on enlève le plâtre, il fallait que j'achète une petite talonnette orthopédique, le temps que mon tendon puisse se détendre petit à petit, chose que j'ai faite. Et le jour même où on enlève mon plâtre, je rentre en France. Je rentre chez moi, je prends un rendez-vous avec le kiné pour ma rééducation. Et le premier rendez-vous, malheureusement, ça a tombé 2 semaines après. Je continue malgré tout à faire des pompes, à faire des abdos, à faire du gainage, à m'entraîner. Et vient la première séance avec le kiné, super sympa. Pour résumer, ça fait 3 mois de plâtre. 2 semaines après, je commence ma rééducation avec mon kiné. Arrivé au 4e mois, le kiné, parce qu'à chaque fois que j'arrivais en séance, il me demandait de faire 10 minutes de vélo. Il me dit qu'aujourd'hui, on va faire du tapis de course, 1 minute de marche, 1 minute où je trottine, 5 fois. Donc à ce moment-là, je fais ce qu'il me demande. Il me demande de le faire sans boiter, parce que quand je boitais encore à cette époque-là, à la fin de l'entraînement, il me dit c'est super en fait. Je lui dis mais en quoi, qu'est-ce qui est super en fait? Il me dit tout simplement, aujourd'hui, tu as couru pour la première fois. Je lui dis j'ai pas vraiment couru, parce que je marche, je trottine, je marche, je trottine. Pour moi, c'était pas vraiment courir. Avant, je courais vraiment. Je pourrais courir, même si j'étais un coureur du dimanche, je pourrais courir 15-20 minutes, une demi-heure sans problème. Et il me dit, mais tu te rends pas compte en fait, parce qu'on t'avait dit normalement que tu ne pourrais pas courir, pas faire de sport avant 1 an et demi. Et là, on est qu'au 4e mois. Donc effectivement, c'était quand même extraordinaire à ce moment-là, mais j'étais tellement diminué que je ne voyais pas le côté extraordinaire de la chose. Et donc après les séances étant finies, via le livre qui m'avait prêté la clinique du coureur, j'ai continué à suivre un plan. Donc il y avait un plan à l'intérieur pour coureur lorsque tu reviens de blessure. Donc c'était le même programme, c'est peut-être marcher 2 minutes, courir 2 minutes et ainsi de suite, jusqu'au moment où j'ai pu aligner des sorties où je pouvais courir 2, 3, 4, 5 km jusqu'à 10 km. Arrivé à ce niveau-là, je me suis dit, et étant piqué par la course, je me suis dit que j'allais chercher une course. Donc je vais sur internet, je tape 10 km dans les environs et je trouve un 10 km. 10 km qui s'appelle la foulée, première course à laquelle j'ai participé, qui s'appelle la foulée des sangliers à Salles. Mais le truc, c'est que je n'ai pas regardé les caractéristiques de cette course. J'ai juste tapé 10 km. Alors qu'il y a des spécificités. Ça peut être sur bitume, ça peut être un cross, ça peut être un trail. Et là, c'était un trail. Donc la différence avec ce que je faisais d'habitude, c'est que moi, je courais sur bitume, je ne courais pas en nature. Là, il y avait du sable, il y avait des pines de pin, il y avait du bois, c'était vraiment en pleine nature. Et d'ailleurs, le jour où je vais participer à cette course, je pars avec mon neveu. Donc, parce que lui aussi il voulait participer à cette course, mais comme il était jeune, il avait 14 ans, il n'avait pas le droit de participer à cette course, il fallait avoir 16 ans. Juste avant la course, on décide de courir ensemble, on fait un petit 6 km, je crois que c'est une demi-heure avant la course, et arrive le moment du départ.
Donc on court, tout se passe bien sur les premiers kilomètres. Franchement, j'étais bien, j'avais des bonnes sensations. Arrivé au 4e kilomètre, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais complètement cuit. En plus de ça, il faisait super chaud ce jour-là. Et donc à ce moment-là, c'est là où la course devient extrêmement difficile. Bon, tu l'auras compris, c'est tout simplement parce que j'ai couru 6 km aussi avant. Et en plus de ça, j'avais pas l'habitude de courir sur ce type de terrain. Donc je continue à courir, en plus il fait toujours super chaud à l'intérieur de cette forêt. Et ce que j'avais aimé aussi, entre parenthèses, dans cette course, c'est l'esprit au fait des participants, dans le sens où à un moment donné, j'étais tellement crevé, tellement cuit, et en plus de ça, j'avais rien pris à boire. Tu as des coureurs qui passent à côté de moi et qui me disent « Ouais, t'as pas pris d'eau ?» Je dis « Non, j'ai pas pris d'eau. » Ils me disent « Bah tiens, bois de l'eau un petit peu. » Donc je décide de boire de l'eau, je me rafraîchis un peu, et la course continue. Arrivé à un moment de la course, un coureur passe à côté de moi, il regarde sa montre et je lui demande combien de kilomètres il reste avant l'arrivée et il me dit 3. Je me dis je vais jamais y arriver, en vrai je vais abandonner. Et puis je me suis dit mais quel intérêt de toute façon d'abandonner, puisque même si j'abandonne, je suis au milieu de la forêt, personne ne va me raccompagner, que ce soit en voiture ou quoi que ce soit, je vais quand même marcher jusqu'à l'arrivée. Donc autant continuer comme je suis, en souffrance, jusqu'à la ligne d'arrivée, chose que j'ai faite. Et j'ai fini la course en 58 minutes et quelques secondes. Arrivé en fin de course, mon neveu mort de rire, parce qu'il ne m'avait jamais vu dans un état pareil. Je m'assieds contre un mur pendant une vingtaine de minutes, il va me chercher un quart d'orange, un verre de coca, histoire de récupérer du sucre. Et j'étais tellement carbonisé des jambes que je me posais la question si je pouvais conduire jusqu'à la maison pour rentrer chez moi. Finalement, après 20 minutes, après avoir repris mon souffle, j'ai pris une bonne petite douche, j'ai quand même su conduire et c'était ma première course. La dernière course à laquelle j'ai participé, ça date d'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, début octobre, qui s'appelle la foulée du bassin, c'était un 17 km. J'avais prévu normalement de la faire en 1h45, je l'ai finalement faite en 1h29 et 45 secondes. D'ailleurs j'étais super content. Et la prochaine course que je dois effectuer se passera le 3 décembre à Arcachon, à 10 km. Mon record actuellement en 10 km est de 49 minutes et une cinquantaine de secondes, je ne sais plus trop, mais on est à peu près ça. Donc l'objectif est de faire moins de 45 minutes. Alors maintenant, comme je suis blessé, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Du moins, j'espère déjà pouvoir y participer. Et le but, ce sera de descendre en dessous des 45 minutes. Alors concernant mon objectif, parce que je t'avais parlé de l'objectif de la chaîne principale, c'est de pouvoir un jour participer à l'UTMB, donc les 170 km de trail. Pour pouvoir participer à ce trail, il va falloir que je puisse participer à des trails organisés par l'UTMB qui te permettent de gagner des points, qui te permettront d'être tiré un jour au sort pour participer à cette grande course. Alors bien évidemment, c'est un objectif qui va se faire sur plusieurs années. Pendant ces années-là, je vais te partager mon quotidien, mon apprentissage de la course à pied, parce que comme je l'ai dit, je suis un amateur et cela me permettra tout simplement de documenter ma vie de coureur. Voilà, tu en sais un petit peu plus sur ma blessure, les raisons pour lesquelles j'ai commencé à courir. D'ailleurs, n'hésite pas à me suivre sur mes différents réseaux. Tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur Strava si tu cours aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.